Bon, aujourd'hui, on fait un petit clash entre la team froid glacial et team chaleur extrême. Et donc, nous allons comparer déjà le Sahara, qui est le plus vaste désert chaud au monde, et l'Antarctique, qui est le plus grand désert froid du monde. Dans les deux cas, il y a certains humains qui se sont dit que c'était ok de vivre là-bas en dépit des conditions climatiques extrêmes. Eh bien oui, approchez-vous mes tilapias de Guinée. En fait, grâce à nos deux cobayes, on va voir dans lequel de ces deux déserts il est plus difficile de vivre. Bon, on va passer les premières sensations fortes de l'arrivée au ressenti de 10 ans de vie sur place avec des conditions très difficiles. On va découvrir les techniques pour survivre à la chaleur et au froid extrême, mais aussi comment s'adapter à de telles conditions de vie au-delà de la simple survie, quoi. Et d'ailleurs, on va voir aussi comment certaines personnes font pour vivre à l'année dans ces déserts arides ou glacés. Et enfin, on va voir comment la vie est constamment menacée dans des lieux si hardcore. Et nous commençons notre expérience en plein milieu du désert du Sahara. Mais bon, avant de débuter notre aventure dans des conditions climatiques si dures, notre cobaye, il a décidé d'y aller crescendo, histoire de s'acclimater progressivement à la température du désert. Et là, par exemple, il va s'aventurer dans l'outback australien. Il poursuit avec une traversée du désert de Gobi en Mongolie. Et enfin, il découvre l'immensité du Grand Canyon aux États-Unis. Sauf qu'à son arrivée à son hôtel au Maroc pour commencer son aventure dans le Sahara, eh bien là il déchante totalement. Là il vérifie ses comptes et il découvre le montant astronomique de sa facture de téléphone. Et ça c'est parce qu'en fait il ne connaît pas encore Saily, qui est le sponsor de cette vidéo. En fait Saily c'est tout simple, c'est une application eSIM, donc une carte SIM virtuelle spécialement conçue pour ceux qui voyagent comme notre cobaye. Et en gros Saily ça vous permet de choisir parmi plusieurs forfaits eSIM abordables dans plus de 160 pays et 8 régions du monde. Donc c'est vraiment la solution qu'il te faut là par exemple pour pas te ruiner en voyage, Gustave. Donc si vous êtes en train de voyager, c'est probablement aussi un truc qui peut être hyper intéressant. Donc que vous soyez globetrotter ou pas, vous pouvez télécharger l'application Saily et ensuite vous pouvez installer l'eSIM qui vous convient, soit dans un pays précis, soit pour un ensemble de pays dans une même région. Donc là c'est terminé avec les arnaques, avec les cartes SIM douteuses qui sont achetées à l'étranger ou même les données mobiles qui tombent en rade dès que vous en avez le plus besoin. Là vous pouvez recharger votre eSIM directement depuis l'appli, il n'y a plus de hors forfait, il n'y a pas des frais d'itinérance exorbitants et en plus grâce à mon code Poisson Fécond, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre eSIM Saily. Si ça vous intéresse, que vous voyagez prochainement, vous pouvez télécharger l'application Saily en flashant le code qui s'affiche ici ou directement avec le lien en description. Et là, quant à notre cobaye Gustave, je pense qu'il est prêt pour son aventure dans le désert du Sahara. Mais bon, déjà, faut le savoir, mais alors que Napoléon Bonaparte était de passage en Égypte, en fait, il avait besoin de volontaires pour faire des expéditions dans le Sahara. Et un certain Frédéric, qui est un jeune scientifique, accepte alors la mission. C'est un Allemand, bien occidental, et pour mettre toutes les chances de son côté, il intègre en loose day, en fait, une caravane de nomades du désert, sachant que ce sont les seuls à connaître le désert par cœur. Mais comme les nomades du désert, ils se méfiaient des occidentaux, eh bien là, notre scientifique Frédéric, il a appris l'arabe et il s'est même fait circoncire pour faire croire qu'il était musulman. Mais le problème là-dedans, c'est que les nomades, ils vont finir par découvrir son secret et ils vont l'abandonner. Heureusement, notre scientifique survit par miracle et il parvient à s'échapper du désert. Et là, j'imagine cette histoire, ça colle un peu à l'image que vous faites du Sahara, un lieu désertique avec des dunes de sable à perte de vue. Sauf que, bon, tiens, on va sortir du cliché. Le Sahara, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés, soit à peu près 30% du continent africain. Et en vrai, en fait, le désert de sable, avec ses dunes et tout, c'est que 20% de sa superficie. Les 80% restants, c'est surtout de la terre, des terrains rocheux et puis des montagnes. Et là, par exemple, voici notre cobaye au sommet du point culminant du Sahara et qui est situé au Tchad, le mont de l'Emikoussi, qui fait 3415 mètres. Alors, sachant que dans le désert du Sahara, la température moyenne à l'année, c'est 30 degrés, mais en vrai, ça dépasse quand même souvent les 50 degrés durant l'été. Et surtout, voilà, c'est un désert, donc il y a très peu d'eau. En fait, le Sahara reçoit moins de 20 mm d'eau par an sur l'ensemble de sa surface. Sachant que par comparaison, sur Paris, à l'année, c'est 700 mm d'eau qui tombe. Quand même beaucoup plus, quoi. Et d'ailleurs, ces fameuses oasis, donc ces régions végétalisées qui sont près de petits lacs ou de rivières, en vrai, ça représente qu'un millième de la surface du désert. C'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà, pour son premier jour dans le désert, notre cobaye, il doit affronter deux dangers, la chaleur extrême et le manque d'eau. Et bon, heureusement, il peut quand même compter sur Bear Grylls, qui est ce fameux aventurier britannique pour l'aider. Parce qu'en fait, dans un épisode de son émission Man vs Wild, eh bien Bear, il apprend aux téléspectateurs comment survivre dans le désert, notamment du Sahara. Et du coup, lui, pour contrer la chaleur et la déshydratation, eh bien il filtre sa propre urine avec son t-shirt pour la boire. Et pipi dans la coupe. Mais la scène la plus marquante, c'est peut-être lorsqu'il tente d'appliquer une technique de survie qui a été apprise auprès des populations nomades du désert. Et là, Bear, il profite d'un cadavre de chameau pour, dans un premier temps, récupérer l'eau encore présente dans son estomac pour la boire. Puis, dans un deuxième temps, il utilise le cadavre pour se fabriquer un sac de couchage pour passer la nuit. Et là, vous dites, mais à quoi bon? De toute façon, il fait hyper chaud. En fait, il faut voir que la nuit, les températures dans le désert peuvent descendre en dessous de zéro. Alors que la journée, il peut faire 50, oui. Bref, tout ça pour dire que la survie dans le Sahara, c'est vraiment pas facile. Là, notre cobaye, il est déjà au bout de sa vie tellement il fait chaud et il a soif. Mais en vrai, qu'en est-il du côté d'un autre désert, mais glacé cette fois-ci?
Et en fait, tout comme son homologue africain, l'Antarctique c'est un désert très hostile. Déjà là-bas, les précipitations sont très rares, il y a moins de 20 mm par an, comme dans le Sahara. Et d'ailleurs, en hiver, les températures peuvent atteindre parfois les moins 90 degrés Celsius. Et les vents les plus forts peuvent souffler à près de 200 km/h. Donc, ce qui fait que là, notre cobaye, la Balthazar, il doit faire face à des températures plus qu'extrêmes dès son arrivée. Mais ça n'empêche clairement pas certains humains de s'y aventurer et surtout d'y habiter même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs à ce sujet, plusieurs histoires s'entremêlent dans la découverte de l'Antarctique. Si les navigateurs Magellan et Cook ont pu s'approcher des îles qui bordent ce continent, eh bien c'est un Français qui a débarqué en premier. Et son nom, c'était l'amiral Dumont d'Urville et il est officiellement en fait le premier à accoster sur le continent. C'était en 1837, alors qu'à ce moment-là, il recherchait le pôle sud. Et lui, il va nommer cette terre, la terre Adélie, qui est un hommage à son épouse Adèle. Il va ouvrir alors la voie à de nombreuses expéditions pour explorer cette terre hostile et puis inconnue. Et en vrai, le défi est quand même mastoc parce que l'Antarctique, c'est quand même une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le plus grand désert du monde. Et pour vous donner une comparaison, c'est à peu près 25 fois la surface de la France. Et lui, c'est simple, 98% de sa surface est recouverte par une calotte glaciaire dont l'épaisseur moyenne est d'à peu près 1,6 km, sachant que parfois il y a une épaisseur de 4,5. Mais bon voilà, notre cobaye, il a débarqué là-dessus et il est paumé en plein milieu d'une étendue glacée à perte de vue. Et d'ailleurs, le premier à tenter l'aventure de se rendre au pôle Sud, c'est l'explorateur britannique Robert Falcon Scott en 1902. Et là, arrivé sur place, il s'embarque dans une expédition avec 2 collègues et des traîneaux tirés par des chiens. Et il parvient même à atteindre les coordonnées 82 degrés 16 sud, le point le plus près du pôle jamais atteint pour l'époque. Mais hélas, en fait, ces chiens, ils s'épuisent et il y en a une dizaine qui finissent par mourir. À ce moment-là, les choses s'aggravent, la nourriture commence à manquer et les épisodes de blizzard s'enchaînent. Ce qui fait que les 3 aventuriers finissent par abandonner. Mais ça, c'est pas la fin de l'histoire. En fait, je vous en reparlerai de la suite juste après. Alors déjà, contrairement à ce qu'on peut croire, l'Antarctique, c'est pas du tout plat. En fait, c'est traversé par une chaîne de montagnes enneigées de 3500 km de long. Et ces montagnes, elles font en moyenne 2500 mètres de haut, voire même 4800 mètres pour le mont Vinson, qui est le point culminant, soit à peu près la hauteur du Mont Blanc. Et même quand vous ne devez pas franchir des montagnes, vous êtes exposé aux nombreuses crevasses qui se forment sur la glace sur l'ensemble du territoire. Bref, il manque plus que vous soyez piégé dans une tempête de neige, et là, vous vous perdez à coup sûr parce qu'il y a zéro visibilité. Et là, comme vous le voyez avec notre cobaye, on galère quand même à le voir. Mais bon, ça c'était une petite mise en bouche, on va dire, et retournons voir en fait nos 2 cobayes après un mois de vie dans leurs déserts respectifs. Alors bon, s'il y a bien une chose qui représente un danger permanent au Sahara, même au bout d'un mois, c'est le soleil. Et là vous vous dites, le mieux c'est sans doute de porter des grands vêtements amples et puis blancs. Et c'est ce que va tester notre cobaye Gustave. Mais ça ne fonctionne pas. Ça peut paraître contre-intuitif, et là en vrai il faut se tourner du côté des Bédouins, qui sont donc les hommes qui vivent dans le désert, pour avoir la solution. Les Bédouins portent parfois des couleurs foncées, du noir ou du bleu, mais ils optent pour de larges tuniques et portent en dessous des chemises blanches en coton. La tunique, frappée par les rayons de soleil, accumule de la chaleur et réchauffe l'air présent entre la chemise et la tunique. Or, cette herbe va s'élever, s'échapper par le col et par le tissu et créer un courant d'air, ce qui crée une sensation de fraîcheur. D'ailleurs, il y a une autre astuce des Bédouins pour survivre dans le désert, et c'est boire du thé chaud, un peu comme moi finalement. La température élevée du liquide, ça va faire augmenter la température interne du corps, et ça stimule la transpiration qui le rafraîchit. Et ce qui fait là en tout cas que notre cobaye parvient depuis un mois à bien rester hydraté et au frais grâce à ces astuces des nomades du désert. Après, il y a aussi un autre truc relou dans le désert, et ce sont les mirages. Et en fait là, pour faire simple, au niveau du sol, l'air chaud rencontre des couches d'air plus froid, et ça a pour effet en fait de courber la lumière du soleil qui, une fois déviée, va donner l'illusion d'un reflet d'un liquide aux yeux de personnes qui regardent dans cette direction. Quand vous prenez la route et qu'elle est chaude, notamment en été, peut-être vous avez dû voir plein de fois ce genre de mirage aussi en fait sur le bitume, notamment au niveau de l'horizon. Mais il n'y a pas que ça. Notre ouïe, elle peut également être trompée dans le désert. Par exemple, dans sa nouvelle intitulée La peur, Kid Maupassant, il reprend une légende bédouine du chant des dunes. Et selon les nomades du désert, on entend parfois une sorte de bruit de tambour sourd dans le désert. Et selon les nomades, ce serait le chant d'esprits maléfiques et appelé les djinns et qui signifie que la mort approche. Sauf qu'en vrai, ouais. En fait, les scientifiques, ils ont démontré que c'était soit des avalanches au niveau de grandes dunes de sable, qui produit donc ce son, soit d'un grondement provoqué par le déplacement de certains types de sable sous l'effet du vent. Bref, en résumé, tout est fait pour vous faire perdre vos repères dans le désert. Et du coup, pour survivre, va falloir rester bien focus, se concentrer sur le fait de se protéger face à la chaleur et la soif, et ça c'est la base. Bref, en tout cas, après avoir capté tout ça, notre petit cobaye Gustave se sent un petit peu moins en danger dans le désert. Mais qu'en est-il du côté de l'Antarctique ? Ça, c'est ce qu'on va voir. Bon, déjà, reprenons l'histoire de Robert Falcon Scott qu'on a commencé tout à l'heure. Parce que lui, en 1910, il se lance dans une nouvelle expédition en vue d'atteindre en tout premier le pôle Sud. Et cette fois-ci,
il met le paquet. Il y a plus de chiens, il y a des poneys et il y a même les premiers prototypes de motoneige. Sauf que dans le bateau qui le conduit vers l'Antarctique, il reçoit un message d'un autre explorateur. Et c'est le Norvégien Roald Amundsen. Et ce dernier, attention, il lui annonce qu'il veut lui aussi partir à la découverte du pôle Sud. Là, une fois sur place, les hommes de Scott se rendent compte qu'ils avancent plus difficilement que prévu. Leur équipement est mal adapté, les motoneiges tombent en panne et les chiens sont pas assez robustes. Et du coup, un an plus tard, en 1911, son rival, donc Roald, et ses compagnons atteignent le pôle Sud, après avoir parcouru 1300 km en 55 jours. Là, forcément, notre Scott à nous, il a le seum, et il arrive finalement au pôle Sud juste 33 jours après le Norvégien. Sauf que c'est pas terminé, hein. Ok, t'as atteint le pôle Sud, et maintenant, il va falloir faire le chemin du retour. Et ça va être encore plus horrible. Là, l'équipe de Scott ne compte plus que 5 hommes qui tractent les traîneaux, et du coup, forcément, ils souffrent énormément du froid et de la faim. Et en plus de ça, il y a une tempête de neige qui les empêche d'avancer, et au final, ils vont tous mourir de froid et d'épuisement. Du coup, moralité, si on est mal équipé et mal préparé, c'est la mort assurée en Antarctique. Et là, notre cobaye Balthazar, il a décidé de s'équiper pour survivre un mois en Antarctique. Et là, vous dites, c'était il y a longtemps le truc du gars là. Maintenant, on a des meilleurs équipements, ça doit être plus facile de survivre. Peut-être, sauf que même les plus expérimentés le disent, en fait, en dehors des bases scientifiques et pendant les périodes froides, la survie est quasiment impossible. Et même de nos jours, en fait. Et voilà, par exemple, ce que dit Mike Horn, donc qui est le célèbre aventurier sud-africain, au sujet de sa traversée de l'Antarctique. J'ai eu l'idée de traverser l'Antarctique qui, dans sa partie la plus longue de 5500 km, n'a jamais été parcourue en solitaire. Il a fallu que j'arrive en été, quand la glace commençait à fondre, pour m'approcher au plus près, traverser le continent et retrouver mon bateau de l'autre côté avant que l'hiver n'arrive. À cette saison, il fait moins 90 degrés. On est à 3800 mètres d'altitude en moyenne et il faut supporter des vents très forts. L'homme ne peut pas survivre. Bon, pour le coup, Mike Horn, il a réussi son exploit de la traversée de l'Antarctique en 57 jours. Alors, il avait quand même un traîneau et il avait un kitesurf, donc une sorte de voile qui tracte. Il n'empêche, malgré sa préparation, notre explorateur, il a quand même vu son traîneau se retourner et même l'un de ses skis se casser. Et d'ailleurs, il a même fini par perdre son matériel de cuisine, celui qui lui permettait de faire fondre la neige et du coup, de récupérer de l'eau et de cuire ses aliments. It was a hard day today. That's all I have to say. Bref, si je résume, la survie en Antarctique, c'est parfois soumis à la chance et le danger reste permanent même quand on est préparé. Ok, une fois passé l'étape de la survie. En fait, ça fait quoi de vivre dans ces conditions extrêmes pendant un an? Eh bien, on voit ça maintenant. Alors bon, s'il y en a bien un qui s'y connaît en survie dans le Sahara, eh bien c'est le scientifique et l'explorateur français Théodore Monod. Et c'est lors d'une première mission en Mauritanie en 1920 qu'il fait la rencontre du Sahara. Et là, au lieu de rentrer directement en France après sa mission, il décide de faire un petit séjour au sein d'une caravane de Touareg. Donc, je le rappelle, c'est les nomades du désert. En 1925, là, il participe à une grande traversée du Sahara, accompagné cette fois-ci d'autres scientifiques pour collecter des roches du désert. Après la Seconde Guerre mondiale, il va même enchaîner les explorations dans le Sahara, et on estime du coup que, entre 56 et 64, il a parcouru 6000 km dans le Sahara. Et il se trouve qu'à chaque fois, son groupe comprend uniquement 2 chameliers et 5 chameaux. D'ailleurs, chaque traversée est terriblement éprouvante, avec parfois plusieurs centaines de kilomètres parcourus, sans trouver la moindre goutte d'eau. Bref, c'est quand même pas pour rien qu'il a fini par être surnommé le fou du désert et être multi-récompensé pour ses nombreux travaux sur le Sahara, quoi. Ce que je veux vous dire à travers son histoire et son exemple, c'est qu'en vrai, c'est possible de survivre dans le désert, sur des périodes plus ou moins longues. Et d'ailleurs, dans son cas, il a réussi à s'adapter aux conditions climatiques extrêmes en prenant pour modèle le mode de vie des nomades du désert. Et ce qui fait que là, en ayant fait pareil, notre cobaye, Gustave, il semble sur la bonne voie pour survivre également. Et d'ailleurs, petit fun fact, mais les vrais champions de la survie dans le désert, notamment sur des longues périodes, c'est sûrement les chameaux. En fait, eux, ils sont capables de boire des grandes quantités d'eau qu'ils vont stocker dans l'ensemble de leur corps, et non pas dans leurs bosses comme on peut l'imaginer d'ailleurs. En fait, les bosses, comme ça vous le saurez, ça stocke de la graisse. Et d'ailleurs, par rapport aux humains, les chameaux, eux, ils peuvent se permettre de perdre 40% de l'eau qu'ils stockent sans mourir de soif. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de ne pas boire une seule goutte pendant près de 2 semaines. Alors que nous, en 3 jours, on est mort, quoi. Mais en fait, peut-être le plus bizarre là-dedans, c'est que c'est grâce à leur pénis que les chameaux se rafraîchissent le mieux. Parce qu'en effet, leur pénis leur permet de s'uriner directement sur les pattes, et ensuite l'urine va refroidir le sang au niveau de la veine fémorale qui passe par là, quoi. Et ce sang refroidi va ensuite dans le reste du corps. Donc en réalité, le chameau joue un rôle vraiment central dans la vie des nomades. Il permet par exemple la production de lait ou même de viande qui sont utilisés pour le commerce. Et c'est cette pratique de l'élevage, en plus de l'agriculture, qui permet au peuple nomade de vivre à l'année dans le désert. Donc pour survivre, notre cobaye Gustave, c'est simple, il a investi dans un petit troupeau de chameaux. On verra dans la dernière partie de cette vidéo que le mode de vie nomade est grandement menacé.
Pour en revenir à l'Antarctique, le seul moyen de survivre à l'année là-bas, c'est d'habiter au sein d'une des bases scientifiques permanentes qui sont présentes sur le continent. En fait, l'entièreté du continent est dédiée à la science, à la préservation des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Et ça, c'est ce qui est précisé en fait dans le traité de l'Antarctique de 1959. On y trouve donc une cinquantaine de bases scientifiques habitées par environ 4000 scientifiques en été et 1000 en hiver. La France, par exemple, possède 2 bases. Il y a celle de Dumont-d'Urville et celle de Concordia, qu'elle partage avec l'Italie. Et là, notre cobaye, il a donc élu domicile au sein de la base de Dumont-d'Urville. Mais il se trouve que dans ce paysage scientifique, se cache un petit village chilien assez surprenant du nom de Villa Las Estrellas. Lui, il comprend un peu plus de 10 maisons, une banque, une poste, un commerce et même une petite école pour 6 enfants. En fait, ce sont les familles des militaires d'une base aérienne chilienne. Mais en vrai, c'est quand même pas le seul endroit à accueillir des civils. Parce qu'il y a aussi la base argentine Esperanza. Et d'ailleurs, pour un petit fun fact, en fait, c'est là qu'est née la toute première personne à naître en Antarctique. Et il s'agit d'Emilio Marco Palma, qui était né le 7 janvier 1978. Mais bon, en dehors de ces rares cas, la majorité des habitants sont bien des scientifiques, toutes disciplines confondues. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ces bases, en dehors des labos, on trouve presque tout le confort moderne avec des cuisines équipées, des salles de sport, des salles de lecture, etc. D'ailleurs, peut-être ce qui est encore plus surprenant, c'est que la base américaine d'Amundsen Scott, elle possède même une ferme hydroponique. En fait, concrètement, là-bas, les scientifiques, ils font pousser des arbres, des plantes grimpantes, mais aussi des légumes et même des melons ou des pastèques. Et là, si vous vous dites d'ailleurs, mais comment ils font pour s'approvisionner? En fait, sachez que ces bases sont ravitaillées par avions spécialement équipés pour atterrir sur des pistes gelées. Après, il n'y a pas que les avions, il y a aussi les bateaux quand la fonte des glaces le permet, quoi. Après, il y a autre chose quand même à prendre en compte, parce que si les sorties à l'extérieur pour des expériences se font tous les jours, en vrai, tu peux pas le faire comme ça, du coup, oh tiens, je vais sortir vite fait dehors. Non, faut un système de protection maximal. Je mettais 15 à 20 minutes pour me préparer. J'avais des sous-vêtements techniques, une combinaison spéciale, un cache-colle, un masque et un bonnet polaire. Mais je devais aussi enfiler des bottes qui résistent à moins 100 degrés. Et je mettais une poudre chauffante dans mes gants. Certains jours, il fallait éviter que la moindre surface de peau ne soit exposée, sinon elle gelait instantanément. Donc clairement, que ce soit au Sahara comme en Antarctique, les humains ils ont petit à petit trouvé un moyen de s'adapter à ces conditions climatiques de l'extrême. Mais maintenant, on va découvrir ce qui se passe au bout de 10 ans à vivre dans ces déserts. Ah bon, déjà la première menace sur la vie au Sahara sur le long terme, c'est lié à l'environnement. En fait, l'extraction excessive de l'eau au niveau des oasis et le réchauffement climatique, ça détruit petit à petit l'agriculture dans le désert. Déjà à cause de ça, les nomades, ils peuvent plus se nourrir et ils finissent parfois par abandonner le désert pour se rapprocher des campagnes autour des grandes villes. Et d'ailleurs, au bout d'autant d'années, notre cobaye, il hésite aussi parfois à se barrer. Après, le Sahara, c'est pas non plus un endroit qui est paisible en vrai. Il y a des zones de conflit, notamment dans le Sahara occidental. C'est une zone du désert qui se trouve entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Et là-bas, depuis près de 50 ans, en fait, la souveraineté de cette région, elle est revendiquée à la fois par le Maroc et par les indépendantistes du Front Polisario, qui sont soutenus par l'Algérie. Donc les deux, ils veulent le terrain, quoi. Et d'ailleurs, en 2024, le président français, Emmanuel Macron, a adressé une lettre au roi du Maroc, Mohamed VI. Et dedans, il affirme, je cite, que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. Concrètement, il est en train de dire que cette partie, en fait, du globe, c'est le Maroc, quoi, en gros. Ce qui fait que, en disant ça, il se met à dos l'Algérie, qui sont pas contents, et donc ça crée des petits conflits avec la France. Au final, du coup, tous ces petits conflits, ça fait que ça favorise, on va dire, l'abandon des traditions nomades pour passer dans un habitat un peu plus sédentaire, avec la technologie qu'on connaît, notamment à côté des villes, quoi. Par exemple, les jeunes nomades quittent le désert de plus en plus. Et d'ailleurs, même notre cobaye, au bout d'un moment, décide de faire ses valises. En même temps, le désert, c'est un peu une zone de non-droit. Et du coup, il y a autant des groupes terroristes qui s'adonnent à différents trafics et qui opèrent aussi parfois des attaques de touristes. Mais c'est aussi un lieu qui est très prisé pour les passeurs de migrants clandestins, qui vont braver les conditions extrêmes pour se rendre en Algérie, au Maroc ou même en Libye. Et tout ça depuis le Niger ou même le Mali. Notamment, il y a d'autres pays. Et en vrai, lors des traversées du désert, les morts sont souvent nombreux, un peu comme ceux qui veulent traverser la Méditerranée. Et par exemple, un récent rapport de l'ONU indique 1000 migrants morts entre 2000 et 2024 pendant la traversée du désert. Alors, par comparaison, cela dit, pour la traversée de la Méditerranée, c'est à peu près 10 fois plus. C'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. En tout cas, même s'il est quand même possible de vivre dans le désert du Sahara, n'oublions pas que c'est quand même un hiver très hostile. Heureusement, il y a certains peuples, dont celui qui a accueilli Gustave, qui parviennent encore à survivre. Mais jusqu'à quand ? Et en vrai, tout comme le Sahara, l'Antarctique est également menacée par le réchauffement climatique. Typiquement, la fonte des glaces et l'augmentation des températures, ça complique l'accès aux sites de recherche. Les routes d'approvisionnement et les zones de débarquement maritime peuvent devenir impraticables. Et d'ailleurs, même les nids des manchots, donc l'endroit où ils pondent leurs œufs, se retrouvent inondés par la fonte des glaciers, et du coup, ce qui fait que cette petite espèce est de plus en plus menacée. Mais après, il existe aussi une menace moins connue et qui pourrait modifier les rapports géopolitiques en Antarctique. Parce qu'en effet, en 2020, des chercheurs russes auraient découvert l'équivalent de 511 000
milliards de barils de pétrole en Antarctique. Ça fait beaucoup d'or noir. Sauf que bon, à l'époque, les autres États soupçonnaient déjà la Russie d'étudier les sols de l'Antarctique. Non pas pour un but scientifique, mais purement économique. Dit autrement, différents pays veulent pouvoir s'emparer de ce continent pour ses ressources. Mais bon, au-delà de ces menaces extérieures, eh bien la vie en Antarctique, notamment sur le long terme, ça présente des dangers insoupçonnés. Et notamment si vous habitez là-bas pendant très longtemps. Par exemple, les effets psychologiques de l'isolement de certains scientifiques. Bon, déjà en 1898, eh bien les membres de l'expédition belge à bord du navire Belgica, en fait, ils ont vu leur mental détruit par les conditions de vie extrêmes en Antarctique. Leur navire s'était en effet retrouvé bloqué dans la glace et ça a poussé l'équipage à passer alors 3 mois dans la nuit polaire. Parce que, je le rappelle au cas où, mais en été en Antarctique, il fait tout le temps jour. En fait, le soleil est toujours à l'horizon, il se couche jamais. Et les 6 autres mois, le soleil est sous l'horizon et il fait toujours nuit. Et donc là, ils étaient dans la mauvaise période. Et en plus de ça, ils se sont tapés des tempêtes de l'extrême. Bref, au bout d'un moment, semaine après semaine, leur morale a été rongée jusqu'à ce que du coup, ils finissent par flancher. D'ailleurs, le capitaine avait même sombré dans la dépression. Mais après la fin de cette nuit polaire, eh bien comme je vous l'ai dit juste avant, c'était le jour permanent qui a pris le relais. Ce qui fait que comme le soleil ne se couchait jamais, eh bien les marins devenaient insomniaques, ce qui les a fait sombrer alors petit à petit dans une folie collective. Bon, heureusement pour la fin de l'histoire, le bateau a fini par se débloquer des glaces qui ont fondu et ils ont pu retourner en Europe avec quand même pas mal de séquelles, quoi. Et là, si vous dites que de nos jours, avec des bonnes conditions de vie, le téléphone ou même Internet via satellite, ça fait que l'isolement est plus facile à vivre, en vrai, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y a pas mal de scientifiques qui ont témoigné de la difficulté à vivre en fait en Antarctique, même dans leur base, tout équipée, et tout ça à cause de l'obscurité ou du jour permanent pendant des mois. Mais surtout, l'isolement et la rudesse du climat, ça peut conduire certains à péter un plomb. Et ce qui fait que là, notre cobaye Balthazar, à force de vivre isolé, se met à broyer du noir. Balthazar n'est pas le seul. C'était par exemple le cas en 2018 lorsqu'un scientifique russe de la station de Bellingshausen a tenté d'assassiner son collègue. En fait, le scientifique russe aurait profité de la présence d'un collègue à lui dans la salle à manger pour prendre un couteau de cuisine et tenter de le planter. Et là, quand on l'a arrêté et qu'on lui a demandé pourquoi t'as voulu faire ça, il a déclaré qu'il ne supportait plus l'isolement et d'être confiné pendant 6 mois avec un autre. Ils sont quand même des milliers à vivre en Antarctique et les autres, ils se poignardent pas tous les jours. Mais bon, ça montre quand même que, quoi qu'on y fasse, les hommes sont quand même pas hyper bien conçus pour habiter en Antarctique sur le long terme. Et les conséquences sur la santé physique et mentale peuvent être catastrophiques. Et ça, c'est sans compter les conditions climatiques apocalyptiques dès qu'on veut sortir un doigt de pied dehors, quoi. D'ailleurs, notre cobaye Balthazar en a fait les frais en chutant mortellement dans une crevasse lors d'une sortie en pleine tempête de neige. Et en fait, c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres qui ont vécu le même destin en tombant lors d'une tempête de neige parce que du coup, ils ne voient strictement rien devant eux, quoi. Et un accident est vite arrivé. Hein ? Et bien voilà, c'est ici que se termine cette expérience sur ces 2 déserts que tout oppose. Bon, je pense quand même qu'on peut dire que malgré leurs différences, ça semble quand même plus difficile d'imaginer de vivre en Antarctique sur le long terme. Vous en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, c'est là pour ça. On se dit à la prochaine vidéo, tout simplement. Bye bye.